Bonsoir. Africa CEO Forum 2022 a fermé ses portes ce mardi 14 juin à Abidjan. L'événement qui était à sa 8e édition s'est attaché à proposer de nouvelles routes pour la croissance africaine après la crise sanitaire de la Covid-19. Et dans le petit débat, nous évoquerons les temps forts de ce rendez-vous annuel du monde des affaires en Afrique. En deuxième partie d'émission, nous recevrons M. Marcelin Cissé. Il est directeur général du plan de la lutte contre la pauvreté. Avec lui, il sera question de développement inclusif en Côte d'Ivoire. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oui, on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Live TV. Si vous êtes là depuis le début, eh bien, merci de choisir la télé sans filtre. Monsieur Alain Toussaint, je compterai par vous ce soir, vu que vous êtes tout seul du côté droit. Bonsoir, monsieur Alain Toussaint. Bonsoir, Brice. Comment allez-vous? Très, très bien. Pour ceux qui ont imaginé qu'il n'y avait dans votre tête et dans votre vie que les affaires, des commentaires, des analyses ont bien pu se rendre compte qu'il y a aussi du divertissement souvent. C'est ça. J'ai été au Gondwana, je n'ai pas été déçu. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Élisée Boulugbe, prière, recueillement et... Non, la semaine a démarré. C'est une semaine de travail quand même. Oui, et travail. Voilà, c'est une semaine de travail. On a démarré sous des chapeaux de roue. Donc ça se passe bien. On dit que le travail éloigne de nous vices, ennuis et besoins. Exactement. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas beau. On dit la charité. On parlera de pauvreté tout à l'heure. C'est ce que je ne peux faire. C'est clair. Rihanna, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Vous allez bien, Rihanna? Ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. Vous, je sais que vous êtes une experte dans le savant mélange travail, repos, bien-être, zen attitude. Le juste équilibre en toute chose. Juste équilibre en toute chose. Vous avez entendu ça, messieurs? Juste équilibre en toute chose. C'est raisonnable. Bon, notre petit débat parle de CEO Forum. Eh bien, on aborde la question maintenant. C'était chaud. Le CEO Forum, je vous en parlais, a fermé ses portes ce mardi 14 juin. Vous y étiez, Élisée Boulugbe? Oui, j'y ai fait un tour. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce rendez-vous? Déjà, il est important de rappeler qu'est-ce que c'est que le CEO Forum. Le CEO Forum est un forum, comme son nom l'indique, un forum des chefs d'entreprise, des patrons, en tout cas du secteur privé africain. Et il est organisé à l'initiative du groupe média Jeune Afrique et de l'IFC. IFC qui est la SFI en français, la Société financière internationale, qui est un groupe de la Banque mondiale. Donc, c'est ces deux entités-là qui organisent le CEO Forum, qui est, comme je le dis, une plateforme de rencontre vraiment des patrons du secteur privé africain pour réfléchir éventuellement sur les pistes de développement, en tout cas du continent. Donc, ça s'est ouvert hier sous l'égide du chef de l'État, du président Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo. Et donc, ça a été l'occasion, comme je l'ai dit, pour les chefs d'entreprise de discuter vraiment sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ça a été une occasion pour le Premier ministre, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, entouré de quelques ministres, notamment celui de la construction, celui de la santé, de l'agriculture qui ont vraiment présenté les opportunités d'investissement éventuelles en Côte d'Ivoire. Et ça a été l'occasion vraiment pour le Premier ministre, en tout cas, de passer en revue tout ce qui avait pu être fait par la Côte d'Ivoire depuis ces dernières années et éventuellement les pistes de développement encore qui sont tracées dans le prochain programme national de développement. Donc, à côté de cette présentation d'experts, Élisée Boulugbe, je me tournais vers Rihanna pour vous transférer une question de ma chère voisine qui nous a dit, lorsque je lui parlais de ce CEO Forum, elle dit oui, c'est bien, mais nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on gagne? Nous, dans tout ça, ce qu'on gagne, quand tu parles de nous, tu parles de la population qui n'est pas conviée à ce forum, c'est ça? C'est ça. Alors, on n'a pas forcément besoin de faire partie de la table de discussion pour être directement impacté par les décisions qui seront prises là-bas. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment une rencontre entre grands CEO,
entre chefs de gouvernement, entre décideurs en tout cas pour le dire, qui permet en fait de tracer, comme tu l'as annoncé dans ton introduction, les routes vers le développement africain. Donc tracer ces routes-là, on se dit tout simplement que quand on est dans une plateforme comme celle-là, où on a plusieurs décideurs de plusieurs secteurs d'activité, de plusieurs domaines qui se rencontrent, ce sont des décisions qui sont prises et qui impactent directement les populations, le secteur économique, le secteur social et ainsi de suite. Alain Toussaint, une rencontre... Oui, bon, merci Brice. Parfois, des observateurs se posent la question de savoir quelle est l'utilité de ce genre de route, de grandes rencontres, où des personnalités sont assises dans des vastes salles en train d'écouter d'autres personnes parler. Bon, moi je pense que ce qui est important, ce sont les rencontres d'affaires, le B2B, souvent même le B2G, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui parlent au gouvernement pour savoir quelles sont les pistes pour accompagner le secteur public. Parce que, évidemment, pour se développer aujourd'hui, les pays d'Afrique ont besoin de s'appuyer sur un secteur privé très fort. Et ce type de rencontre permet justement la rencontre de ces deux mondes, l'État qui décide, les autorités publiques, et puis bien sûr les autres qui investissent de l'argent dans les économies d'Afrique. Donc c'est une bonne opportunité de rencontre, même si je pense qu'on en a un peu trop de ce type de rencontre en Afrique. Ouais. Alors, je vous expliquerai pourquoi je suis d'accord avec vous. Quand on a reçu hier le président de l'Association nationale des albinos de Côte d'Ivoire, qui estime qu'ils ont besoin de 2 millions ou de 3 millions pour gérer la question de l'ensemble des albinos. De 7 millions, 7 à 8 millions pour, voilà. pour déjà les besoins des pommades pour leur peau. Ouais. Alors que par année, ils ont juste une dotation de 300 000. Voilà, de la nouvelle pharmacie de la santé publique de tout au plus 300 000. Alors que ces rencontres coûtent... l'organisation de ces rencontres coûte cher. Là où je n'emboîte pas forcément le pas à Alain Toussaint, c'est quand il dit qu'on en a un peu trop de ces rencontres. Moi, je pense qu'on n'en a jamais assez tant qu'on n'arrive pas à un stade de développement ou d'accomplissement dans certains secteurs d'activité qu'on souhaiterait. Peut-être que ce que M. Alain Toussaint veut dire, c'est qu'il y a d'autres solutions, peut-être, que des grandes rencontres où on déroule où est-ce qu'on expose ces solutions? Alors aujourd'hui, la technologie permet qu'on se fasse des... Mais bien sûr... Non, ces grandes rencontres restent quand même importantes parce que ça permet déjà de réunir des décideurs qui se réunissent entre eux, qui network, au-delà de ça, qui échangent sur des questions qui reviennent également à la population. Donc ça nous permet aussi, nous, de voir le positionnement de ces décideurs par rapport à ces questions et à ces problématiques. C'est vrai qu'on peut le faire de façon digitale, mais aujourd'hui, c'est connu, les événements hybrides, c'est ce qui est fait. C'est des événements qui sont retranscrits à un certain public cible et tout ça en ligne. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'en a jamais assez de ce type d'événements. Surtout pas en Afrique qui est encore en voie de développement, surtout pas en Afrique où il y a encore assez de problématiques. Je veux dire, il y a par exemple 3 thématiques qui ont été ressorties, notamment par le directeur général d'EcoBank, si je ne me trompe pas. Il a parlé d'économie verte, il a parlé de révolution technologique, de la question du paiement. Ce sont des questions qui sont purement d'actualité pour le développement africain. Alors, la question n'est pas de bannir ce type de rencontre. Je dis simplement que l'observation que je fais, parce que j'ai été journaliste et j'ai eu à couvrir ce type de rencontre, c'est qu'en Afrique, on réfléchit trop sur la place publique. Là où on devrait, en petit comité, réfléchir à des stratégies. Donc, sur la place publique, on expose des visions, etc. Ce n'est pas mauvais, mais j'estime que quand ce n'est pas sous-tendu par des intérêts financiers, parce que tout ça, c'est des opérations de communication, il faut chercher l'efficacité. Vous parliez à l'instant des albinos qui ont besoin de 7 millions, etc. En même temps, oui, c'est une somme qui peut être, je dis minime, mais en même temps, elle peut aussi être importante parce que l'État, dans la capacité qu'il a, ne peut pas non plus, comme on dit, satisfaire tout le monde. Quand vous consultez le collectif budgétaire de 2021, je crois, on voit bien qu'il apporte quelques réponses ici et là, parce que justement, nous n'avons pas forcément toutes les ressources. Pourquoi? Parce que très souvent, on a du mal à recouvrer les impôts, etc. Donc, ce type de rencontre, si les privés peuvent amener des solutions à nos problèmes, moi, je dis chapeau. Voilà. Mais qu'on passe des paroles aux actes. Vous voyez, c'est important ce partenariat public-privé pour, comme on dit, impulser le développement dans nos pays. À l'internaute, on disait par exemple, si on fait par exemple le point de l'organisation de la COP, l'organisation du CEO Forum, juste en termes d'organisation, de billets d'avion et de tout ce que ça peut coûter, cela pourrait résoudre
une partie du problème quelque part. Voilà, c'est son point de vue. Je crois que c'est pour renforcer l'idée de M. Alain Toussaint. Mais bon, après, c'est une initiative Non, privée. mais moi, je pourrais répondre à l'internaute là aussi. Si on doit réduire, ou du moins si on doit prendre en compte tout ce qu'on investit dans les amusements, tout ce qu'on investit dans les amusements, les loisirs qui ne sont forcément pas utiles, déjà même pour les citoyens et autres, tout ça, ça peut aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop raisonner sur cet angle-là. Parce que je rejoins Alain quelque part et pour dire que ces rencontres, c'est vrai, nous sommes unanimes, elles sont importantes. Mais ce soir, par exemple, je me rappelle d'une intervention de M. Batili, qui est un des CEO d'une des grandes entreprises en Afrique ici, qui disait que on passe beaucoup plus de temps en Afrique à parler qu'à poser des actions. Ah, mais c'est exactement ce qu'on dit depuis longtemps. Et ça, il a eu à le dire devant tout le monde dans la salle. Il a dit on passe beaucoup plus de temps en Afrique à parler qu'à poser des actes. Et à ce niveau-là, il y a des efforts à faire. Vous voyez, par exemple, quand on a un exemple précis, quand on prend le cas de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange qui a été décidée par tous les chefs d'État africains. Mais après quelques années, après la mise en œuvre de la ZLECAf, quel constat on fait aujourd'hui? Alors, c'est important de dire que cette ZLECAf avait été, vous le disiez, entérinée par les chefs d'État au cours d'une autre rencontre. Même bien sûr, les chefs d'État de l'UA, c'est l'Union africaine qui l'a décidé. Oui, l'Union africaine qui a décidé. Pour faciliter les échanges inter-États. Exactement, pour faciliter les échanges inter-États. Mais aujourd'hui, même quand on a écouté au niveau de... Pour ceux qui ont suivi un peu le CEO Forum, ça a été révélé par les patrons d'entreprises qui ont estimé qu'aujourd'hui, ils ont quand même encore quelques difficultés à pénétrer certains États alors que les chefs d'État ont consacré l'avènement de la ZLECAf. Donc là, il y a encore des efforts à faire. Parce que c'est bien beau de s'asseoir dans un salon pour dire, bon, aujourd'hui, on adopte le libre-échange, on peut commercer entre nous. Mais quand on démarre net, même des pays voisins, on a du mal déjà même à entrer d'un pays à un autre. On a encore des blocages. La difficulté aussi est liée au fait que nous n'avons pas une monnaie unique. Parce que pour commercer entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, l'instabilité qui règne ici et là n'incite pas souvent des hommes d'affaires africains à aller commercer, même avec le pays voisin. Voilà. Juste d'un mot, vous imaginez l'homme d'affaires camerounais aller investir en Centrafrique, le pays voisin, je pense que là, il faut qu'il réfléchisse quand même à plus d'une fois, plus d'une fois avant de le faire. Donc, il y a un environnement politique, économique et social qu'il faut d'abord arranger pour justement permettre ce rêve africain. Voilà, en tout cas, je suis d'accord avec Alain. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'engagements que les uns et les autres doivent prendre et puis se donner les moyens de rendre effectifs les décisions qu'on prend. C'est bizarre que je n'ai pas entendu ça de la part de Réal. Les décisions qu'on prend, parce que là, il y a un exemple patent que M. Batili donnait qui était édifiant. M. Batili dit aujourd'hui, l'Afrique commet 60% des échanges entre l'Afrique se fait avec l'Occident. Oui, bien sûr. Pour 40% à peine dans le continent. C'est difficile. Et aujourd'hui, il a pris l'exemple des pays comme la Chine, des pays comme l'Inde, et aujourd'hui qui ont atteint leur croisière. Mais c'est quoi? C'est la consommation interne. Mais aujourd'hui, on a franchi la barre du milliard en Afrique. Mais on n'arrive même pas à consommer ce que nous produisons. On est obligé aujourd'hui de créer des ponts avec l'Occident qui prend 60% de nos échanges. Donc, il y a nécessité vraiment que ces sujets-là, on ne passe pas le temps juste à les évoquer quand on est dans des forums, mais quand on sort des forums, il faut prendre des décisions et des actions qui permettent de les réaliser. Parce que ça, il va de la suivi. C'est exactement ce qui fait douter certaines personnes de l'importance. Non, pas douter de l'importance. Non, parce que si vous... J'explique. S'il y a des forums, mais moi je vais plus loin. S'il y a des forums et que les forums prennent des décisions qui ne sont pas appliquées... Non, on ne dit pas qu'ils ne sont pas appliqués. Mais là, on s'adresse à qui? Non, aussi, quand on soulève ce point, on s'adresse à qui? Est-ce qu'on s'adresse au gouvernement ou est-ce qu'on s'adresse à tous les autres décideurs qui font partie du privé? Mais à ceux qui s'associent pour se rencontrer. Oui, mais parce que le gouvernement, lui, il vient, il parle avec le privé. Il n'y a pas que le gouvernement. Donc quand on indexe comme ça en se disant que bon, on ne voit pas d'action se faire... C'est le principe. Parce que finalement, il n'y a pas que le gouvernement qui participe à ça. Le privé participe énormément au développement économique. Non, en fait, ce que je veux qu'on comprenne, c'est quoi? Ces gens de forums, en fait, ce n'est pas des forums d'opposition et pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour se... Non, ils sont partenaires. C'est des partenaires. Maintenant, les partenaires discutent entre eux pour voir comment ils peuvent arriver à mieux avancer dans leur partenariat. Et c'est là que chacun expose les problèmes éventuels face auxquels il est confronté. Pour que celui qui est en face, qui est le partenaire, qui souvent a le pouvoir de décision pour faire décanter les choses, puisse éventuellement le faire. C'est comme vous nous expliquez là, c'est comment ça fonctionne. Mais après... Brice, je termine. Je vous laisse terminer. Parce que quand vous parlez parce qu'il ne faut pas aussi donner une image de ce que vraiment, c'est pas trop important qu'on le fasse. Dans la mesure... Non, je viens. Parce que si, tant est que
comme on le dit, ces rencontres n'avaient pas aussi beaucoup d'importance. On n'allait pas voir une certaine affluence d'année en année. Parce que quand on regarde un peu aujourd'hui le nombre d'acteurs qui ne prend part effectivement à ce forum, parce que le forum a sa 8e édition. Je ne pense pas que ce soit un critère. Je pense pas que ce soit un critère d'importance. Non, ça peut être un critère. Non. Si ça je vous laisse tous les deux, allez-y, terminez. Voilà. Pourquoi je pense que ça peut être un critère? Moi, je suis un chef d'entreprise. La participation à ces forums-là, ce n'est pas une participation gratuite. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas invité et puis tu viens tout frais payer. Tu payes pour participer. C'est autour de 2 000 €. Voilà, tu payes pour participer. Tu payes pour participer. Parce que quelque part, tu te dis que tu peux faire un retour sur investissement par ce que tu fais. Et aujourd'hui, quand on commence avec parce que ça peut être un club. Quand on commence avec... Voilà, c'est le réseautage, c'est la visibilité. On n'est pas forcément sur des critères qui font avancer en termes de résultats. Bon, on va finir avec ce point parce qu'il y a autre chose à aborder. Je veux dire, quand une entreprise privée décide de participer aussi au forum, ce n'est pas forcément pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le critère. Non, je dis on a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent là-bas, qui payent pour avoir la visibilité, pour accéder à un certain réseau, le carnet d'adresse. Je suis d'accord, mais pourquoi? Parce que un opérateur économique, il est dans une dynamique de faire des affaires, il est dans une dynamique d'étendre son business. Donc s'il vient sur le forum, c'est parce qu'il a remarqué effectivement que ceux qui sont venus avant lui, certainement, ont vu leurs activités avancer de là. Donc il vient dans cette perspective-là aussi. Donc au regard du nombre de personnes qui participent, on peut dire quelque part qu'il y a une certaine avancée dans le forum. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas dire... il y a des résultats, finalement. Il y a des résultats. À aucun moment, on a dit qu'il n'y avait pas de résultats. Oui. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de résultats. On a dit qu'il faut aller plus loin dans ce qu'on fait. Parce qu'on prend un certain nombre de décisions et qu'on se rend compte 2 ans plus tard qu'on a avancé d'1 pas, alors qu'on aurait pu avancer de 10, il y a lieu quelque part de dire qu'il faut qu'on aille un peu plus vite. Donc, c'est ce qu'on dit, mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de résultats. Pas du tout. Et puis, le fait que le forum ait lieu en Côte d'Ivoire, c'est ce qui attire aussi les hommes d'affaires. Parce que c'est un pays dont la signature est crédible. Le pays est bien noté, disons globalement. Donc, c'est une opportunité pour notre pays d'avoir cette visibilité. Mais cela n'empêche pas de poser des questions sur l'efficacité économique, sociale de ce type de rencontres. Parce que à un moment, pour citer des afro-pessimistes, ils ont fini par qualifier la CEDEAO de club de chefs d'État, d'autant plus qu'ils estimaient que ces chefs d'État se rencontraient, prenaient des décisions qui n'étaient peut-être pas après suivies d'aucun effet. Et donc, à un moment donné, ça commençait à remettre en question, à la limite même, la crédibilité de ces rencontres. Mais bon, vous nous avez rassuré, M. Élisée Bologbeu, quant au fait, et d'ailleurs, on est d'accord, hein, notre objectif ici, ce n'est pas de casser du sucre sur le dos de l'organisation de ce forum. Au contraire, on est bien heureux dans un premier temps qui se déroule en Côte d'Ivoire. On est bien heureux que des décideurs et des chefs d'entreprise se rencontrent pour réfléchir sur de véritables questions. Notre souhait, et on tient à le dire, c'est que les recommandations de ces forums-là puissent être appliquées et que ces impacts-là soient visibles au niveau des populations. Ceci dit, dites-nous, qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on retient de ce forum-là? D'accord, dans un premier temps... Parce qu'Élisée a encore son badge. Il a encore le badge. D'accord. Oui, je pense que l'une des choses qu'on retient déjà de ce forum, moi, déjà, dès l'entame, au regard de tout ce qui a été planté comme décor, c'est que l'Afrique a bien réagi déjà par rapport à la pandémie de la Covid. Les fondamentaux n'ont pas été ébranlés. Ça, c'est déjà une bonne chose qu'on a retenue. Maintenant, on a aussi retenu la nécessité ou bien la volonté des chefs d'entreprise, la volonté des CEO africains d'arriver à, comme le disaient plusieurs dans la salle, arriver à se mettre ensemble et non à se concurrencer. Ça, en tout cas, ils ont été tous unanimes là-dessus à reconnaître que vraiment pendant longtemps, ils sont concurrencés au profit même, malheureusement, des autres contre l'Afrique. Donc aujourd'hui, ils estiment qu'il est... Parce que là, il y a eu par exemple des gens qui eux, sont des producteurs, je dirais, d'une matière première dont un autre groupe a besoin pour faire évoluer son activité. Donc là, à ce niveau, on a compris que sur place en Afrique, on pouvait avoir ce dont on avait besoin pour nous-mêmes notre autonomisation. On a pris par exemple le cas de la crise en Ukraine qui fait qu'aujourd'hui, au niveau alimentaire, l'Afrique est menacée. Et tout le monde s'est posé la question, mais comment ça peut être possible qu'une Afrique qui a la plus grande partie des terres arabes du monde soit en difficulté sur le plan alimentaire parce qu'il y a une crise qui se déroule à près de 7000 km de l'Afrique. Les gens ont trouvé que c'était incongru. Mais parce que justement,
on n'a pas mis en avant ou on n'a pas compris la nécessité de développer des programmes qui allaient nous permettre de nous autosuffire. Donc ça, c'est vraiment des problématiques qui ont été abordées et les uns et les autres ont reconnu leurs responsabilités et des engagements ont été pris vraiment de faire en sorte qu'on essaie de remédier à cela pour les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, vraiment des programmes réels qui permettent à l'Afrique de pouvoir s'autonomiser. Sur le plan des réseaux sociaux, M. Kochi demande, est-ce que ces CEO ont abordé la question de l'emploi des jeunes, de l'emploi globalement? Mais bien sûr, ça c'est une problématique. Ça, déjà, les chefs d'État qui sont en face des CEO se disent que c'est une très belle occasion de faire le plaidoyer pour l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, il a été estimé d'ici 2030, environ 1 milliard de jeunes Ivoiriens sur... Pas ivoiriens. Pardon, désolé, africains. Désolé, africains. Voilà, qui vont frapper à la porte de l'emploi. Vous le trouvez déjà? Non. Tout au long de l'émission. Non, merci Alain. C'est un lapsus. 1 milliard de jeunes africains qui seront en train de frapper à la porte de l'emploi. Donc il y a nécessité d'anticiper. Ça a été vraiment l'une des problématiques. Et pour anticiper, il faut qu'on transforme structurellement notre économie. C'est ce qui a été ressorti, en tout cas dans les échanges. Il ne faut plus qu'on reste à cette économie qui est dépendante, cette économie qui est un peu grégaire. Il faut la développer, il faut la transformer avec l'industrialisation, avec un certain nombre d'éléments qui puissent permettre vraiment de résorber cette grande jeunesse qui est en train de venir et qui serait au contraire d'être un problème, une force, comme on a eu à l'expérimenter soit en Chine ou bien en Inde. Oui, allez-y. Vous n'avez pas la chance, hein. Vous avez dit, vous avez le malheur de porter le badge encore, donc du coup, on va se tourner vers vous. Alors justement, quand on sort en tant que CEO, permettez-moi d'imaginer, de schématiser. Il faut préciser que je ne suis pas CEO aussi. Non, c'est clair. C'est important. Mais bon, vous aurez pu. Quand on sort en tant que CEO, quand on sort en tant que gouvernement de ce genre de rencontres, et qu'on arrive à la maison, quand on arrive au bureau, quand on arrive au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait de façon concrète? Je ne sais pas, vous demandez au CEO ou à moi? Non, déjà, il a évoqué un point très important, parce que ce qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des pays africains qui connaissent une croissance, c'est que la croissance ne signifie pas forcément de l'emploi. Donc, des millions de jeunes, quand on cumule avec l'ensemble du continent, pour ne pas dire des centaines de millions, sont au chômage. Donc, c'est l'efficacité des politiques qui sont mises en œuvre qui pose forcément question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est CEO, quand on est gouvernement? C'est de se mettre au travail, d'agir sur les points qui permettent effectivement d'accélérer la transformation de l'économie. Tout le monde parle d'industrialisation de l'Afrique. En tout cas, de faire en sorte que désormais, nous importions moins de produits qu'on prend en Chine, en Europe, en Amérique, etc. Nous avons cette capacité-là. Mais cela ne peut se faire sans la formation de nos jeunes. C'est quand même un cercle un peu vertueux. Voilà, si vous n'avez pas des jeunes qui sont formés, vous ne pouvez pas avoir des usines automobiles, vous ne pouvez pas avoir un certain type d'industrie où on demande quand même des formations d'un certain niveau, etc. Donc, c'est un travail d'ensemble qu'il faut... Voilà, c'est ça un écosystème qui est vraiment important. Il faut que le gouvernement aussi... voilà. L'autre point que je voulais dire, c'est que c'est bien, l'État compte sur le privé, mais en même temps, le privé, parfois, croule sous le poids des charges, des taxes, etc. Parce qu'effectivement, quand on a du mal à collecter l'impôt ailleurs, on tape sur les entreprises qui sont officiellement déclarées. Moi, je suis partisan d'une taxation un peu forte, mais il ne faut pas non plus abuser. Voilà, les entreprises déjà contribuent en résorbant le chômage, en contribuant au développement du pays, en parfois même accélérant, en aidant l'État à accélérer. Au niveau de la transformation de l'économie. Donc, il faut ce partenariat qui permette un développement un peu plus rapide. Parce que nous avons toutes les ressources. Nous avons la jeunesse, donc ressources humaines. Nous avons les sous-sols, ressources minières, énergétiques et autres. Mais l'Afrique accuse encore du retard parce que jusqu'à présent, les politiques n'ont pas toujours été cohérentes. Donc, il est temps de se mettre au travail. Quand on sort de ce genre de rencontres, de rentrer dans son bureau, d'aller au cabinet ministériel et puis de mettre tout le monde au travail en disant, écoutez, il faut qu'on fasse tout pour rattraper la Chine ou Singapour, etc. Très bien. Au travail. C'est le cas de le dire. Au travail, d'ailleurs. C'est le leitmotiv. Merci Alain, merci Réna, merci Élisée. Bon, ce point CEO, on va marquer une courte pause et nous retrouver derrière pour la suite du Live Talk.
Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Et bien, cette deuxième partie, nous l'entamons avec notre lu, vu et entendu après ce qui suit. Notre lu, vu et entendu de ce mardi est tiré du site d'information L'Infodrome. Scandale. Yasmina Ounié. J'ai bien lancé le truc. Hein. Mais le temps était bien. C'est ça, oui. Scandale. Yasmina Ounié interdite de mener une activité au siège du PDCI. Ce qui s'est réellement passé. Quelqu'un sait ce qui s'est réellement passé? Oui, on sait plus ou moins ce qui s'est réellement passé. Mais je ris même en fait en voyant le titre parce que je pense que, bon, moi c'est mon point de vue, hein. Le journaliste a fait un peu de la surenchère en mettant scandale a fait Yasmina Ounié parce qu'en réalité, quand on voit un peu le dénouement, on pense qu'il n'y a vraiment pas de scandale. De quoi s'agit-il? En fait, il y a un collectif de militants de PDCI de Cocody qui a décidé d'organiser une assemblée constitutive. Voilà, et c'était prévu pour le dimanche à 14h. Et ils ont souhaité que cela se fasse sous l'égide de la députée. Et ils savaient que quand les militants sont arrivés, ce collectif-là, à 14h, les portes de la maison du parti étaient hermétiquement fermées. Scandale. Opportunément, scandale. Fermé. Voilà. Les vigiles n'étant même pas devant, ils étaient à l'arrière-coup. Donc après des échanges, les vigiles ont laissé entendre que non, ils avaient reçu des ordres, des consignes, sans indiquer l'identité de la personne de qui ils avaient reçu les consignes, mais qui leur a dit que les portes devaient rester fermées. Visiblement quelqu'un d'important dans le parti. Voilà, les Parce que si moi j'étais parti dire aux vigiles de ne pas ouvrir les portes, je pense pas qu'ils me... Voilà, les portes devaient rester fermées, mais je pense qu'après quelques tractations prévues finalement de 14h, c'est à 16h que la rencontre a eu lieu et les militants ont pu avoir accès aux locaux et la rencontre a pu avoir lieu. Yasmina finalement a pu rejoindre même ce collectif-là et donc leur rencontre a pu avoir lieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand je lis, je sens qu'il y a un peu oui, justement, quand vous lisez ça, vous parlez de surenchère. Mais nous allons au-delà de ce que nous lisons à travers ce que vous nous dites. Alors, déjà, pour quelles raisons quelqu'un aurait donné des consignes pour ne pas que ce collectif-là puisse tenir sa réunion? Première question. Seconde question, qui est ce collectif-là? Et Yasmina Ounié, elle fait partie du PDCI? Oui, Yasmina Ounié est députée du PDCI, elle siège au Parlement au compte du PDCI RDA. Ben, les réponses à ces questions-là, honnêtement, je ne les ai pas. Qui est-ce qui a donné l'ordre? Non, mais c'était pour tout le monde, c'était pas juste pour vous. C'était pour tout le monde. Qui sont les militants? Honnêtement, je ne les ai pas. Je ne les ai pas, voilà. C'était pas pour vous. Allez, vous avez des questions? Vous avez des réponses aux questions? Non. Ça va. Rara non plus? Non. Ok. Non, mais en fait, je pense que c'est aussi le bras de fer qui est engagé entre Yasmina et son parti. Elle est considérée un peu comme comme on dit, l'électron libre. Voilà, l'électron libre au sein du PDCI. Et je crus comprendre qu'il s'agissait d'un collectif de militants du PDCI. C'est ça. Voilà, donc bon, un collectif à côté du parti politique. Mais qui répond à des règles, à des réglementations plutôt autonomes. Donc, donc on ne comprend pas dans quel cadre exactement est-ce que ça se met en place. Au moment où le PDCI essaie de parler d'une seule voix, laisser peut-être le champ libre à un collectif de militants du PDCI, bon... Je pense que ça vient un peu favoriser son image d'électron libre, du coup. Ils avaient justement envie d'écrire sur la porte de la maison du parti, électron libre, cherchez votre maison. Oui, c'est ça. Mais en même temps, il ne faut pas non plus la martyriser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le PDCI est face aussi à un défi important. C'est se réorganiser, se restructurer. Oui, le défi du rajeunissement, mais surtout le défi de cohésion. Voilà, donc si vous avez des jeunes ou des anciens qui se mettent en collectif pour défendre les intérêts du parti, je pense qu'il faut les encourager. Maintenant, la cuisine intérieure, on n'a pas les détails de ce qui s'est passé. C'est seulement que ce collectif-là aussi a pu ne pas avoir toutes les autorisations pour tenir sa réunion. Ou même faire la demande, peut-être. Voilà, c'est ça, rien que ça. Ou faire la demande. Ouais. Maintenant, bon, j'observe que cet événement est arrivé le jour ou quelques heures avant l'anniversaire de son papounet, de l'ambassadeur Georges Ounié, premier protocole du premier président de Côte d'Ivoire, un homme extraordinaire qui, dans le parcours, a fasciné, ou continue de fasciner des générations d'Ivoiriens. Et justement, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il devient? Où est-il? Il a 88 ans, il est à la retraite. Il a servi le président Houphouët, un peu le général Gueye, et le président Gbagbo. Et je crois qu'il était également en action au moment de l'arrivée au pouvoir du président Ouattara. C'est un homme
qui est d'une immensité inimaginable. Il a été le témoin quand même de notre histoire depuis une soixantaine disons, on va dire une quarantaine, cinquantaine d'années. Malheureusement, témoin privilégié aux côtés d'Houphouët. Et en plus, il a nourri un certain nombre de légendes. Moi, quand j'étais gamin, quand on parlait de l'ambassadeur Ognan, on disait que... C'est une vraie légende. Hein. Ouais, une vraie légende. Beaucoup de légendes autour voilà, de lui. une vraie légende qu'il ne fallait pas le regarder dans les yeux, qu'il était indien, qu'il pouvait disparaître, etc. Enfin, c'était extraordinaire. Voilà. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Paris. Il disparaît Non, pas. Au contraire, il est apparu lorsque je le rencontrais. C'est vraiment quelqu'un de formidable et je voulais qu'on lui souhaite vraiment un joyeux anniversaire pour ses 88 ans. Voilà. Ben, pour vos 88 ans, ben, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, à l'ambassadeur Georges Ognan. Et à lui et à tous les autres, hein, quand même, dans le jour d'anniversaire de naissance aussi. Parce que la dernière fois, on avait souhaité un joyeux anniversaire au président Gbagbo. Ils sont marqués en bas. On dirait même qu'on les a forcés. Non, au contraire, on est très heureux de souhaiter un joyeux anniversaire. Et surtout, longue vie à l'ambassadeur. Comme vous l'avez dit, hein, c'est une vraie mémoire vivante de notre histoire. Et puis, il a donné à la Côte d'Ivoire quand même une femme politique d'un très haut niveau, quelqu'un qui est engagé aux côtés des plus faibles. On l'a vu lorsqu'il y a des situations sociales à Cocody, elle est toujours aux côtés des sinistrés, des victimes. Elle est impliquée dans la maturation de notre démocratie et je pense que c'est à mettre à l'actif du papa qui a donné naissance à... qui a conçu ce joli... Voilà, si j'étais supporter de la SEC d'Abidjan, j'aurais fait un petit parallèle aussi pour dire qu'il a soutenu la SEC. Mais bon, je suis supporter de l'Africa Sport et on va parler d'autre chose. On marque une courte pause. Joyeux anniversaire encore à l'ambassadeur Georges Ognan. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour l'instant invité en compagnie de M. Marcellin Cissé. Je rappelle, il est directeur général du plan et de la lutte contre la pauvreté. A tout de suite. Pour nous regarder, il y a les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous suivez le Live Talk. Place à présent notre invité du soir. Nous a rejoint M. Marcellin Cissé, je rappelle, directeur général du plan et de la lutte contre la pauvreté. Bonsoir M. Cissé. Bonsoir monsieur. Merci d'être en notre compagnie. Alors, ça doit être très, très lourd à porter hein, quand même, la lutte contre la pauvreté. Alors, on va tout de suite expliquer un tout petit peu ce qui justifie votre présence sur notre plateau. C'est que demain s'ouvre un groupe consultatif en vue du financement du PND 2021-2025. Pour nos téléspectateurs qui n'ont pas encore l'information, qu'est-ce que c'est qu'un plan national de développement, un PND? Parce qu'on l'entend souvent, le PND, mais c'est quoi le PND? Merci beaucoup. Mais avant toute chose, je voulais... Au nom de Madame le ministre du Plan de Développement, Madame Nialé Kaba, remercier la direction de la chaîne Live TV qui a bien voulu nous inviter à cette rencontre pour partager un peu la politique de développement du pays avec vos éditeurs. Comme vous le savez, le ministère du Plan et du Développement est en charge de la conception, du suivi et de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de développement économique et social. Nous élaborons donc dans ce cadre, à travers la vision des plus hautes autorités, le plan national de développement que nous élaborons selon une approche participative. Nous avons, vous savez, en matière de planification de développement, il faut une vision et nous traduisons la vision des plus hautes autorités en termes de politique économique et sociale. Nous avons des approches mixtes de planification à travers les aspirations des populations à la base, mais nous prenons également les orientations stratégiques sectorielles, mais également que nous cumulons avec les orientations des plus hautes autorités. C'est tout ça que nous concevons en termes de stratégie de développement global qui est contenu dans le plan national de développement. Pour nous résumer, le plan national de développement contient la politique gouvernementale en termes économiques, politiques et sociaux. Il faut dire que de façon très plus simple, vous me direz si je me trompe, le gouvernement, vous dites, ce plan national dit, ici, nous sommes en 2022 par exemple, jusqu'en 2025, voilà ce qu'on prévoit pour les ménages, dans la lutte contre la pauvreté, voici ce qu'on prévoit dans le cadre de la santé, des Ivoiriens, pour le sport. Donc c'est toute cette politique-là que le PND englobe. Exactement, c'est toute cette politique que le plan national de développement englobe. Et je vous ai dit tantôt, le PND traduit de façon concrète les aspirations profondes des populations ivoiriennes, mais également la vision de développement des plus hautes autorités du pays en termes
politique, en termes économiques, en termes sociaux. Et surtout, l'objectif visé, c'est d'améliorer le bien-être des populations. Alors, la rencontre de demain est organisée autour de la Banque mondiale et d'autres institutions. Pourquoi la Banque mondiale et ses institutions, on parle notamment de la Banque islamique de développement, quel rôle vont-elles jouer? Avant de répondre à cette question, je voudrais indiquer que le Plan national de développement, PND 2021-2025, fait suite à 2 plans nationaux de développement qui ont été élaborés et exécutés avec beaucoup de succès. Quand son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, est arrivé à la tête du pays, il a voulu replacer la planification au cœur de l'action publique. Vous savez, après la décennie 90, et surtout avec les programmes d'ajustement structurel, on avait rompu un peu avec la planification de développement. Quand il est arrivé, il a voulu fixer le cap, il a voulu qu'on traduise de façon cohérente sa vision en termes de planification du développement. Nous avons élaboré dans un premier temps le PND 2012-2015 qui nous a permis de stabiliser l'économie, de ramener la paix et surtout de ramener les infrastructures socio-économiques qui étaient complètement dégradées. C'était le PND 2012-2015 et surtout, l'un des objectifs de base, c'était de mettre en place les fondements de la Côte d'Ivoire émergente. Et ensuite, nous avons élaboré le PND 2016-2020 avec l'objectif sous-jacent d'assurer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Et vous avez vu à travers ce PND, nous avons continué à bâtir les infrastructures économiques du pays parce que pour industrialiser le pays, il faut des infrastructures économiques de base. Ce PND a été mis en œuvre avec beaucoup de succès. Nous avons enregistré un taux de croissance moyen de 8% sur la période 2012-2019. Et comme l'économie ivoirienne est très résiliente, a des fondements solides, en 2020, nous avons enregistré, malgré la crise Covid-19, nous avons enregistré un taux de croissance de 2%, alors que la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne ont enregistré une récession quelquefois. On va venir sur ces éléments, mais oui, on voulait comprendre le rôle des institutions qui sont autour de la Banque mondiale et qui vont permettre peut-être de lever les fonds nécessaires. Je voulais faire cette précision, je suis d'accord, je voulais faire cette précision. Alors, nous avons élaboré donc, sur la base du succès des 2 PND précédents, nous avons élaboré un PND 2021-2025 d'un coût global de 59 000 milliards de francs CFA, avec 74% portés par le secteur privé et 26%, soit environ 15 300 milliards de francs CFA portés par le secteur public. Et donc, ce PND, nous l'avons élaboré de façon participative. Nous sommes allés sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions du pays. Nous avons recueilli les besoins et les aspirations des populations. C'est l'ensemble des investissements qui sont contenus dans ce PND que nous allons mettre en œuvre. Et pour cela, nous l'avons élaboré de façon consensuelle avec la société civile, avec le secteur privé, avec les partenaires au développement. Et nous allons vers les partenaires au développement avec la Banque mondiale. Mais ce n'est pas seulement la Banque mondiale et l'ensemble de nos partenaires au développement. Les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux de développement, c'est vers eux que nous allons pour solliciter leur appui, pour mettre en œuvre la vision et les grandes orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors vous avez parlé du succès des 2 derniers plans nationaux de développement. Mais quand on parle de succès, je veux dire en termes de lutte contre la pauvreté, on est passé de combien à combien, par exemple? Vous avez tout à fait raison. En termes de pauvreté, en 2011, le taux de pauvreté, vous savez que nous avons connu une crise post-électorale, et le taux de pauvreté en 2011 était de 55,4%. Avec la mise en œuvre des 2 plans nationaux de développement, nous sommes passés d'un taux de pauvreté de 55,4% à un taux de pauvreté de 39,4% en 2018. Et tout à l'heure, je vous ai indiqué que les PND ont été mis en œuvre avec beaucoup de succès. On a un taux de croissance qui est fort. Nous avons bâti des infrastructures sociales en termes de santé, en termes d'éducation. Et vous avez vu, le gouvernement a mis en œuvre le programme social du gouvernement en 2019 parce que nous voulons
améliorer le bien-être des populations. Et l'ensemble de ces investissements ont permis de réduire de façon substantielle la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations. Avec tout ce que cela contient, comme notamment les transferts monétaires, les transferts sociaux. Vous avez vu la Côte d'Ivoire dans son ensemble est en chantier, que ce soit les infrastructures de soutien à la croissance, que ce soit l'accès aux services sociaux de base. Nous avons construit sur la période plus de 30 000 salles de classe au niveau du primaire. Nous avons réalisé de 2012 à 2020 plus de 3 600 localités qui ont été électrifiées. Nous avons construit sur la période plus de 250 ESPC. ESPC, qu'est-ce que c'est? Les établissements de santé de premier contact. Nous en avons réhabilité. C'est toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble qui est en chantier. Et c'est tout ça qui permet justement de réduire la pauvreté. Mais je ne vais pas oublier un aspect important. Vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole et le gouvernement a pris des mesures sociales fortes. Nous payons 60% du prix CAF à nos paysans, ce qui fait que sur la période, nous avons distribué plus de 10 000 milliards de francs CFA à nos valeureux paysans. C'est tout ça, c'est ce revenu qui permet justement de réduire la pauvreté. Et puisqu'on parle de ressources humaines, en termes de création d'emplois, quelle évolution est-ce qu'on a pu noter? Vous savez, en termes d'emploi, c'est toujours une question qui est... Parce que vous parliez de croissance tout à l'heure. C'est ça. Est-ce qu'il y a une corrélation plutôt positive? Je peux vous indiquer qu'il y a une très forte corrélation entre la création de richesses et la création d'emplois. Sur la période, vous avez vu un peu les études du développement en matière d'emploi. Nous avons réduit de façon substantielle le taux de pauvreté. Je suis un peu prudent sur les chiffres de l'emploi, mais je peux vous dire, nous sommes tous ici en Côte d'Ivoire, je peux vous dire que la politique gouvernementale a permis de réduire la pauvreté de façon substantielle. Toutefois, nous avons noté que notre jeunesse, nous avons entre 300 000 et 400 000 jeunes emplois qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi la vision des plus hautes autorités, c'est de bâtir un secteur privé dynamique, parce que le secteur public à lui seul ne peut pas contribuer à réduire le taux de chômage. C'est pourquoi nous voulons aller plus loin à travers le PND 2021-2025, à travers la vision 2030 des plus hautes autorités. Nous voulons un secteur privé de classe moyenne. Nous voulons aller plus loin dans la transformation structurelle de notre économie. Nous voulons transformer nos matières premières pour lesquelles nous sommes fortement abondants et créer des entreprises, créer des TPE, créer des PME qui doivent nous permettre de contribuer de façon substantielle à réduire la pauvreté. Mais pour cela, nous voulons également développer notre capital humain. Ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, nous avons noté que la plupart de ces jeunes arrivent sur le marché de l'emploi avec quelquefois des compétences qui ne sont pas en adéquation avec les besoins de transformation structurelle de notre économie. C'est pourquoi dans le PND 2021-2025, la politique de développement du capital humain est au cœur de l'action publique. Nous allons renforcer notre enseignement technique et la formation professionnelle. Vous avez vu toutes les réformes qui sont en cours dans notre secteur éducation-formation avec les états généraux de l'éducation. Vous avez vu tout ce qui est conduit au niveau du ministère de la jeunesse. Nous voulons lancer un programme dynamique, dynamiser notre secteur privé pour que nous puissions réduire de façon substantielle le taux de pauvreté. Sur la question du secteur privé, moi je suis vraiment très intéressé. Je vois que pour le GCPND, on attend 74% de contribution. Bon, pas pour le GCPND, mais pour le PND, 74% de financement de la part du secteur privé. Oui. Qu'est-ce qui est fait en faveur du secteur privé qui doit, lui, financer à hauteur de 74% le plan national de développement, quand celui-ci a tendance généralement à interpeller les pouvoirs publics sur le fait qu'ils se sentent beaucoup pressés et que souvent les conditions ne sont pas vraies. Au point de vue fiscal, bien sûr, et souvent aussi, il n'est pas vrai, on ne crée pas les conditions pour son épanouissement véritable. Qu'est-ce qui est concrètement fait? Qu'est-ce qui est prévu dans ce PND-là pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle? Vous posez là une question très très pertinente. Je voulais vous indiquer que dans le PND 2021-2025, et je voulais le réitérer, nous plaçons le secteur privé au cœur de la politique de développement. Et vous avez vu un peu le dialogue que le Premier ministre a instauré avec le secteur privé.
les autorités discutent de façon permanente avec le secteur privé dans le cadre de notre partenariat pour connaître un peu leurs préoccupations, leurs défis, et le gouvernement met en œuvre un certain nombre de réformes pour permettre à notre secteur privé national et en liaison avec le secteur privé international de bien vouloir éclore. Mais ce que je veux dire ici, vous savez que nous avons mis en œuvre depuis 2012 un ensemble de réformes structurelles de grande ampleur depuis 2012. Nous avons amélioré notre cadre des affaires, nous avons amélioré la gouvernance et vous avez vu toutes les réformes qui sont en cours pour renforcer la gouvernance, pour renforcer l'environnement des affaires et tout ça devait nous permettre de dynamiser notre secteur privé. Monsieur le directeur, Monsieur Marcel, c'est vrai que vous avez beaucoup de choses à dire. Et quand on a une question, on a beaucoup d'éléments de réponse. Mais nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir-là, quand on vous écoute, on a l'impression que tout va bien, ou presque. En tout cas, tous les indicateurs sont au vert. La croissance, le développement, les richesses. Mais qu'est-ce qui justifie le fait aujourd'hui que les personnes se plaignent encore de la vie chère? La situation est difficile, monsieur. Ça ne ruisselle pas la croissance, dit-on. Non, je ne dirais pas les choses. J'ai un peu l'impression que c'est des chiffres qu'on présente, 74%. Je voulais vous rassurer, et rassurer surtout vos téléspectateurs, que nous avons conçu, à travers le plan national de développement, des orientations précises pour améliorer encore les conditions de vie des populations. Je vous ai indiqué tout à l'heure que nous avons eu un taux de croissance moyen de 8%, mais parallèlement, je vous ai indiqué l'ensemble des investissements qui ont été faits dans les secteurs sociaux de base, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'électrification rurale, que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière d'eau potable, les investissements importants ont été faits. Je peux vous indiquer que sur la période 2012-2020, nous sommes passés d'un niveau des dépenses pro-pauvres de 1080 milliards de francs CFA à environ 2700 milliards de francs CFA. Et l'engagement du gouvernement à aller plus loin dans la réduction de la pauvreté se traduit par la continuité que nous connaissons en termes de deuxième programme social du gouvernement, parce que le PSGouv 2. Le PSGouv 2, c'est parce que nous sommes conscients qu'il y a des défis importants, que le gouvernement a instauré le PSGouv 1 avec des succès qui sont importants. Et nous voulons contribuer à continuer à renforcer les gains sociaux du processus de croissance. Donc nous avons le PSGouv 1 et ensuite nous avons le PSGouv 2 qui va continuer jusqu'à la période 2022-2024. Et je vous ai indiqué tout à l'heure que nous avons élaboré le plan national de développement selon une approche très participative. Nous sommes allés sur nous avons parcouru l'ensemble du territoire national. Cela nous a permis de toucher de visu les défis et les préoccupations des populations. Et ces défis qui sont contenus dans le plan national de développement et les investissements qui ont été bâtis tiennent compte justement de ces besoins, de ces aspirations des populations. Alors, 59 000 milliards, 74% fournis par le secteur privé, oui. 26% par l'État. Il s'agit de prêts, d'argent qu'on doit rembourser. Quelles sont les modalités de cet apport? Parce que là, ceux qui nous regardent veulent comprendre, 59 milliards, ça ne tombe pas du ciel. 59 000 milliards, pardon, ne tomberont pas du ciel. Donc il y a forcément des modalités. On parle de la Banque mondiale, de la Banque islamique et d'autres partenaires bilatéraux, etc. Le privé, le public, comment l'État va-t-il faire pour apporter sa part des 26%? Et voilà, donc on veut un peu comprendre. Merci beaucoup, mais avant de répondre à cette question, je voulais vous indiquer tout de suite que le plan national de développement 2021-2025 que nous avons bâti, quand nous faisons ce que nous appelons un cadrage macroéconomique. Nous conduisons une analyse de la viabilité de la dette. Et selon cette analyse que nous avons eu à faire, cela nous montre que nous allons continuer à avoir au cours des prochaines années un cadre macroéconomique qui va être stable, solide, avec un niveau d'endettement qui est soutenable. Nous avons un niveau d'endettement qui est en dessous de 50%,
alors que la norme communautaire est de 70%. Je voulais faire cette précision avant d'aller plus loin. Mais maintenant, pour ce qui concerne notre rencontre avec les partenaires au développement, je vous ai indiqué que nous rencontrons les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je voulais tout de suite vous indiquer que les contributions de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, c'est souvent des appuis concessionnels. C'est-à-dire, ils nous donnent sans qu'on cherche à rembourser. Il y a des dons, mais vraiment à des niveaux vraiment d'intérêt qui sont très, 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 très faibles, avec des échéances qui sont très longues. Très bien. Donc, cela ne peut pas renforcer de façon substantielle. Parce que les Ivoiriens s'inquiètent, ils se disent, bon, on n'a déjà pas d'argent, on va aller encore... 59 000 milliards. 59 000 milliards quelque part, bon, le pays est endetté, ça fait j'ai compris donc que la question sous-jacente, c'était justement les niveaux d'endettement. Je peux rassurer les uns et les autres que la politique gouvernementale qui est en cours, à travers le plan national de développement, nous avons conduit une analyse de la viabilité de la dette. D'ailleurs, vous parlez des partenaires au développement, mais nous avons le FMI. Nous venons de terminer une revue avec le FMI. Et ils ont tous noté avec satisfaction que la politique macroéconomique, elle est solide et nous avons un niveau d'endettement qui est soutenable. Les partenaires ne vont jamais venir à un groupe consultatif autour du gouvernement s'ils savent que la politique que nous menons va permettre d'avoir un niveau d'endettement qui n'est pas modéré. Ici, nous avons un risque d'endettement qui est modéré à travers les analyses que nous faisons. Rapidement, les 26%, est-ce que vous les levez sur les marchés régionaux ou vous ce sont avez les 30 entreprises secondes publiques? pour chacune des questions, malheureusement. Voilà, parce moi, que Oui, non, mais juste comment l'État apporte sa part? Non, sur les 26%, cela fait environ 15 335 milliards de francs CFA. Et sur cette base, vous savez, nous sommes dans un État, et je voulais surtout indiquer que les 59 000 milliards de francs CFA, c'est uniquement les investissements, c'est-à-dire les investissements publics et les investissements privés. Cela n'a rien à voir avec les charges de fonctionnement, c'est tout autre. C'est-à-dire le gouvernement prend en compte l'ensemble des charges de fonctionnement et au-delà de ça, le gouvernement va investir près de 59 000 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025 avec 26% portés par le secteur public. Et quand nous avons fait les calculs sur les 15 300 milliards de francs CFA, avec les analyses que nous faisons, il y a plus de 6 000 milliards de francs CFA qui sont déjà acquis. Mobilisés déjà. Qui sont déjà mobilisés, mais qui proviennent des efforts de l'État, des finances publiques de l'État en termes de mobilisation des ressources intérieures. L'autre pan, c'est les 9 000 milliards de francs CFA que nous allons rechercher auprès du GCPND, auprès de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Mais j'insiste, c'est des financements concessionnels. Une fois qu'on a eu tous ces financements, quels sont les secteurs prioritaires ou, j'ai envie de dire, les secteurs phares qui seront directement impactés par ce PND 2021-2025 ? Vous posez une question qui est vaste. Les secteurs, je vous ai indiqué, le PND contient 6 piliers. Le premier pilier, le pilier 1, c'est l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Nous voulons aller plus loin dans l'industrialisation de notre économie. Vous avez le cacao pour lequel nous avons un niveau de production de 2 millions de tonnes avec un niveau de transformation de moins de 35%. Nous voulons, jusqu'en 2030, nous voulons aller à 100% de transformation. Donc nous voulons développer les agro-industries, nous voulons développer l'agroalimentaire. Donc c'est un secteur qui est important. Vous avez l'ensemble des spéculations, que ce soit la noix de cajou, pour laquelle nous sommes également premier producteur mondial. Nous voulons accélérer la transformation. Donc le premier pilier, c'est l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Le deuxième pilier, c'est le développement du capital humain. Vous avez la santé, vous avez l'éducation, vous avez les questions d'emploi qui sont au cœur de la politique de développement. Alors, on ne va pas spoiler, on va retenir ces 2 piliers phares, l'industrialisation et le capital humain. On va peut-être rapidement les citer, parce qu'il y en a 6. Il y en a 6 sans forcément les développer. Oui, le troisième, c'est le développement du secteur privé et la promotion de l'investissement. Le quatrième pilier, c'est l'inclusion sociale. Le gouvernement veut continuer à améliorer le bien-être des populations. Vous savez, je vais parler tout à l'heure du programme social du gouvernement, l'inclusion sociale. Nous voulons renforcer la répartition des fruits de la croissance, dont nous avons un pilier pour cela. Nous avons le pilier 5,
qui concerne le développement régional équilibré. Nous voulons renforcer le développement régional. Nous voulons renforcer l'attractivité des villes secondaires. Vous avez vu Abidjan est engorgé. Et nous avons réalisé des études sur les pôles économiques compétitifs. Nous connaissons les potentialités, les compétences dans toutes les régions du pays et nous allons bâtir la politique d'industrialisation sur justement ces compétences. Ça, c'est le 5e pilier, avec le renforcement de la politique de décentralisation. Et nous avons un 6e pilier, qui est le renforcement de la gouvernance dans toutes ses dimensions, depuis la gouvernance politique, économique, judiciaire, administrative. Et nous voulons changer les mentalités. Parce que le développement s'accompagne d'un changement de mentalité. Voilà un peu les piliers du PND. Merci, monsieur le directeur général. Quand on vous entend, on sait qu'il y a, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a beaucoup d'informations à partager avec nos téléspectateurs. On aura certainement d'autres occasions de vous retrouver sur notre plateau. Je rappelle que c'est demain que s'ouvre le groupe consultatif en vue du financement donc, du PND 2021-2025. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes directeur général du plan de la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup, monsieur Marcelin Cicilline. Merci beaucoup. Je voulais remercier l'ensemble des journalistes qui nous ont soumis à ces questions pour nous permettre d'échanger un peu sur l'action publique avec vos téléspectateurs. Nous restons disponibles et Madame le ministre du Plan de Développement a bien voulu nous autoriser à discuter avec nous parce que c'est important que les Ivoiriens sachent ce que le gouvernement prévoit pour eux. Et nous sommes toujours disponibles et nous restons disponibles. Je voulais encore une fois remercier votre direction au nom de Madame le ministre du Plan de Développement. On attend Madame la ministre d'ailleurs. Et surtout, indiquer que nous recevons demain nos partenaires au développement, les partenaires bilatéraux et multilatéraux de développement, mais également le secteur privé national et international, la société civile, pour ce groupe consultatif qui doit nous permettre de mobiliser les financements qui vont permettre de renforcer l'action sociale du gouvernement pour la réduction de la pauvreté, pour le bien-être de tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Il sourit parce qu'il fait la course contre la montre. Merci Alain. Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toutes les équipes techniques. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci beaucoup. Merci.